La biométrie en général, je pense que globalement, elle a commencé à vraiment rentrer dans nos vies de tous les jours. On n'imagine plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on a à le faire, c'est horrible de rentrer son PIN sur son téléphone. C'est super agaçant. Déverrouiller son smartphone, passer le contrôle à l'aéroport, faire des jeux sur les réseaux sociaux, c'est vrai que la reconnaissance faciale est entrée dans nos vies et on ne voit pas vraiment comment on pourrait maintenant s'en passer. C'est tellement pratique, c'est tellement rapide, c'est de plus en plus sécurisé. Mais au fait, comment ça marche la reconnaissance faciale ? Eh bien, on va en parler dans ce podcast avec la société DeepSense, spécialisée dans la reconnaissance faciale par intelligence artificielle. Vous apprendrez qu'il existe plusieurs types de reconnaissance faciale qui font appel à différentes technologies avec plusieurs niveaux de sécurité. On évoquera aussi les forces et les faiblesses de l'intelligence artificielle qui est derrière la reconnaissance faciale. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique du 7 août 2021. Avant toute chose, j'espère que vous passez un très bon été, où que vous soyez. Et en tout cas, vous êtes au rendez-vous de ce podcast. Et ça, c'est un très grand plaisir. Cet été, Monde Numérique, qui est un tout jeune podcast, se transforme un peu. Pas d'actu, un seul sujet. On creuse ensemble une technologie ou une problématique en particulier liée au numérique. Et on va rentrer un peu dans les détails de la technique, je préfère vous prévenir, dès à présent. Alors, dans les épisodes précédents, on a parlé informatique quantique, blockchain, chiffrement. D'ailleurs, je vous invite à écouter ces épisodes si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez y découvrir des explications d'intervenants de qualité. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de noter ce podcast, si c'est possible, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous laissez des petites étoiles, un avis. C'est très important pour tous ceux qui passent par là et qui veulent savoir ce que les autres auditeurs en pensent déjà. En attendant, souriez, on vous regarde. La reconnaissance faciale par ordinateur, ça existe depuis le début des années 90. Il y avait même eu des tentatives dans les années 70. Alors évidemment, un ordinateur ne voit pas quelqu'un comme nous, on peut le voir. Donc le principe, c'est une caméra connectée à un ordinateur, aujourd'hui un smartphone, qui analyse les visages et qui les compare ensuite à des visages de référence ou un visage de référence contenu dans, par exemple, un document d'identité, une base de données, etc. Le logiciel analyse la géométrie de votre visage, la distance entre les yeux, la profondeur des orbites, la distance entre le front et le menton, la forme des pommettes, le contour des lèvres, des oreilles, du menton, etc. Il mesure les distances entre les points et ensuite il transforme toutes ces informations en un ensemble d'informations numériques. Et votre visage se retrouve ainsi transformé en formule mathématique. On appelle ça l'empreinte faciale. Et ça fonctionne de mieux en mieux, la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, ça fonctionne même si on bouge un peu la tête ou si on est mal éclairé. Voilà, donc ça, c'est le principe de base. Et puis ensuite, il y a les applications de la reconnaissance faciale, soit pour faire de l'identification, soit de l'authentification. Il y a également différentes technologies de reconnaissance. On va parler de tout ça avec Sébastien Brangoulou, directeur du développement de DeepSense. C'est une start-up française spécialisée dans la reconnaissance faciale. Alors, en gros, la reconnaissance faciale, c'est déjà un terme très générique. C'est un ensemble de méthodes qui consistent à établir la correspondance entre deux visages. Donc, il y a plusieurs techniques pour la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ça regroupe vraiment deux grands thèmes. Il y a le premier thème qui n'est pas adressé par nous, qui est l'identification, qui est ce qu'on appelle aussi du 1 contre N, parce qu'on va vérifier un visage contre N visages. Et qui est utilisé pour différents types d'applications, type d'applications policières notamment pour de la recherche criminelle, ou pour faire de ce qu'on appelle de la déduplication, c'est-à-dire quand on va enregistrer un nouveau visage dans une base de données, on va vérifier qu'il n'est pas déjà là. Donc on va être obligé de comparer ce visage à tous les autres visages qui sont dans la base. Donc ça, nous aujourd'hui, on le fait pas. Et l'autre grand pan de la reconnaissance faciale, ça va être l'authentification, ce qu'on appelle aussi la vérification. Et ça, on l'appelle 1 contre 1, c'est-à-dire qu'on va vérifier un visage contre un autre. Et on l'utilise dans plein de cas d'usage aujourd'hui, dans le smartphone, dans le processus de vérification d'identité pour une banque ou un opérateur mobile à distance, ou la vérification, la correspondance entre un passager à l'aéroport, entre son passeport et celui qui présente le passeport. Donc en fait, voilà. Donc il y a deux grands pans, donc l'authentification et l'identification. Et puis il y a différents types de reconnaissance faciale aussi. Alors il y a la reconnaissance faciale, ce qu'on appelle deux dimensions, donc dans le domaine du visible.
C'est la plus commune, hein, c'est celle qu'on voit avec nos caméras, nos webcams, etc. Il y a celle à 2 dimensions en proche infrarouge. Donc là, c'est surtout pour sortir un peu des problématiques d'illumination et qui marche aussi la nuit. Alors typiquement, c'est ce qu'on utilise dans les voitures hein, pour vérifier que le conducteur s'endort pas, parce qu'on peut conduire de nuit typiquement, donc on est obligé de voir le visage du conducteur. Il y a la 3 dimensions visible, donc ça c'est plutôt les applications type Kinect. Donc ça c'est quand on est Microsoft, on danse devant sa caméra, on est reconnu, voilà. Et puis il y a les 3 dimensions infrarouges. Donc là c'est pareil, hein, c'est encore une fois pour ne plus avoir de problème avec l'illumination, et c'est typiquement ce qu'utilise Apple dans son téléphone. Donc en fait globalement aujourd'hui DeepSense fait de la 2D visible. Voilà. Donc en fait, il y a reconnaissance faciale et reconnaissance faciale. Par exemple, l'iPhone permet de faire de la reconnaissance faciale robuste, mais ce n'est pas le cas de tous les smartphones ou ordinateurs. Avec un iPhone, on peut s'identifier pour payer, mais avec un autre smartphone bas de gamme, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Alors qu'on pourra pourtant déverrouiller l'appareil, mais en prenant quelques risques, entre guillemets, puisque, et c'est toujours indiqué, le niveau n'est pas optimal. Parce qu'une reconnaissance faciale trop bas de gamme, on va dire, peut être trompée par une photo, par exemple. Ça s'est produit plusieurs fois sur les premiers smartphones Android qui intégraient de la reconnaissance faciale. Donc si on veut faire de la reco faciale robuste, il faut, en principe, car on va voir que ce n'est pas toujours le cas, du matériel sophistiqué, que ce soit sur les smartphones ou ailleurs. C'est ce que nous explique Sébastien Brangoulou de DeepSense. Chaque type de technologie va avoir ses problématiques. Donc aujourd'hui, si on parle de 2D visible, c'est la plus commune. Pourquoi ? Parce que tout le monde a une caméra dans sa poche, avec son smartphone, son PC, son Mac. Le problème de toutes les autres, c'est qu'elles vont nécessiter globalement l'ajout d'un matériel dédié. Parce que pour faire du proche infrarouge, il faut une caméra qui est proche infrarouge, il faut avoir un illuminateur proche infrarouge. Pour faire de la 3D, il faut avoir un matériel dédié pour faire de la 3D, hein, différentes technologies de 3D, que ce soit des caméras temps de vol ou ce qu'on appelle la lumière structurée. Donc tout ça, ce que fait Apple d'ailleurs, la lumière structurée. Donc globalement, il faut avoir un matériel dédié. Mais effectivement, il y a des technologies de reconnaissance faciale qui sont ultra robustes et très 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 fortes, on va dire en termes de sécurité. C'est celle de la 3D, on va dire infrarouge, celle qu'utilise Apple, parce qu'en fait, elle va consister à reconstruire une image 3D du visage. Et donc globalement, déjà rien que ça, on va le voir après pourquoi. Ça va empêcher les attaques au niveau de la caméra, puisqu'on va être capable de reconstruire globalement un visage 3D. Mais il faut avoir une caméra 3D, donc c'est un peu problématique pour le commun des mortels. Mais une caméra 3D, qu'est-ce que c'est exactement en fait ? En fait, l'idée, il y a 2 types de caméras 3D. Il y aura une caméra 3D qui va en fait analyser un peu la vitesse de la lumière, c'est ça qui fait un peu rêver dans ces caméras-là, la distance entre le capteur et le visage. Donc on va analyser tous les points et on va vérifier à quelle distance se trouve chaque point frappé par on va dire, c'est un genre de laser infrarouge. Donc on va être capable de faire une cartographie en 3D du visage. Et puis il y a une autre technologie qui consiste à projeter une grille sur le visage, donc toujours en infrarouge, une grille qui est censée être plate, hein, et qui va être déformée par le visage. Et donc avec cette déformation, on va avoir une autre caméra qui va capter cette déformation, qui va pouvoir recréer en fait un visage 3D. Et cette technologie-là, c'est la technologie d'Apple. Donc il y a un aspect hardware assez important. Tout dépend vraiment du matériel. Dans toute biométrie, en fait, il y a vraiment un aspect hardware, puisqu'il va falloir qu'on ait un outil pour capter l'image. Donc, même si c'est aussi simple qu'une reconnaissance faciale 2D visible, il faut une webcam, il faut une caméra qui va être capable de capter en fait l'image qu'on va pouvoir transformer ensuite pour l'utiliser en biométrie. Aujourd'hui, Apple utilise une technologie qui est 3D, donc qui est dédiée, donc qui coûte assez cher. Hein. C'est pour ça que leurs téléphones sont pas donnés aussi. C'est parce qu'il y a cette partie-là qui coûte beaucoup d'argent sur la partie hardware. Et puis après, là, il y a la partie 2D visible où là, effectivement, la partie 2D visible qui va utiliser une technologie plus classique, il va falloir y ajouter des contre-mesures et des vérifications. Et c'est ce que nous on fait justement. Dans la plupart du temps, quand on ajoute ces contre-mesures, on va embêter un peu l'utilisateur parce que toute l'histoire de la sécurité, ça vient aussi. Est-ce qu'on veut ou pas embêter l'utilisateur au moment où il va faire son authentification? Si on décide que globalement ça vaut pas trop la peine de l'embêter au moment où il fait son authentification parce que l'application qui est derrière est pas si sensible que ça, on va pas trop mettre trop d'éléments de sécurité, on va lui permettre de se loguer facilement. En revanche, si c'est une application de type de paiement, etc., on va falloir qu'on ait certaines certifications qui vont imposer d'avoir des niveaux de sécurité et donc des contre-mesures contre les attaques
Et donc c'est pour ça que il y a différents niveaux et différentes certifications et évaluations qui permettent d'aboutir ou pas à une autorisation d'utiliser la reconnaissance faciale pour certaines applications. Et alors vous, chez DeepSense, vous avez mis au point une technique qui permet de faire de la reconnaissance faciale robuste, on va dire, avec un simple smartphone en détectant les signes de vie sur un visage, c'est ça? Oui, grâce à en fait, ça c'est un brevet que DeepSense a posé. Grâce à une caméra classique, on arrive à voir, parce que le cœur, tant qu'il bat, on est vivant, hein, globalement. Quand il s'arrête de battre, il y a un problème. Donc à chaque fois qu'il y a une pulsation cardiaque, ça va projeter du sang dans le visage. Et donc il va y avoir une variation de couleur dans le visage. Typiquement, quand on a du sang qui arrive dans le visage, on a un visage qui est un peu plus rouge, coloré. Et donc ça, avec une caméra classique, on arrive à faire cette différence et donc à établir une fréquence cardiaque. C'est une belle techno et quand on met un masque, évidemment, on n'arrive plus à choper la fréquence cardiaque. Où on met une photo, ou voilà, donc ce genre de choses, il y a plus de fréquence, il y a plus de changement de couleur, quoi. On a un visage assez fixe. Voilà pour le hardware, enfin hardware-software, hein. Donc on comprend que c'est très important pour la reconnaissance faciale, mais il y a autre chose qui est très important également, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la plupart des systèmes de reconnaissance faciale fonctionnent même quand on porte un chapeau ou des lunettes. Eh bien ça, c'est grâce à l'IA et au réseau de neurones. Une technologie qui ne cesse de s'améliorer. Sébastien Brangoulou. Donc la technologie des réseaux de neurones existe depuis très longtemps, hein. C'est une technologie qui est sortie fin des années 50. Donc les premiers perceptrons, c'était à peu près à cette période-là, par l'université de Cornell. Perceptron, c'est un système en fait, c'est un système très basique de réseau de neurones. C'est vraiment le système basique qui permet d'avoir une entrée, une prise de décision, une sortie, globalement, hein. C'est vraiment un truc très très simple. Donc c'était ça, c'est cette technologie-là. Le problème, c'est que c'était une belle théorie qui avait du mal à être mise en application parce que la puissance des machines ne permettait pas à l'époque de faire tourner ces théories-là, parce que les ordinateurs n'étaient pas assez forts. Et avec la loi de Moore, évidemment, la technologie fait que les ordinateurs ont été de plus en plus puissants. Et donc, un jour, on a réussi à faire tourner ces premiers systèmes de réseaux de neurones. Et un réseau de neurones, c'est un empilement, justement, de perceptrons. Donc, un empilement, c'est des bandes filtres, hein, globalement, qui vont analyser les différentes couches d'une photo, un peu comme fonctionne, en fait, la vision animale. On va s'intéresser à des zones dans l'image et on va catégoriser ces zones pour être capable de déduire qu'on a en face de nous un visage, une table, une chaise. Voilà. Donc on va être capable. Donc notre cerveau le fait automatiquement, hein, mais à une machine, il faut l'entraîner pour ça. Donc qu'est-ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va lui donner plein d'informations, on va lui donner plein d'images en lui expliquant à chaque fois ce qu'il est en train d'analyser. Et puis on va lui demander à chaque fois de nous donner, là je te montre une table, est-ce que tu penses que c'est une table? Non, il va dire là, je suis pas sûr. Donc il va faire une erreur. On va faire des itérations comme ça, des itérations qu'on appelle des époques, et on va réinjecter à chaque fois l'erreur. Donc en disant là t'as fait une erreur, là t'as pas fait d'erreur, là t'as fait une erreur, etc. Et on va itérer jusqu'à ce que on estime que l'erreur elle devient vraiment minime. Et à partir de là, on va estimer que le réseau il est appris. Donc en fait, on va entraîner le réseau avec des personnes avec des lunettes, des personnes sans lunettes, des personnes avec chapeau, des personnes sans chapeau, etc., etc. Et au bout d'un moment, le réseau il va être appris et il va savoir faire la distinction entre deux personnes, la même personne avec un chapeau, la même personne avec des lunettes, etc., etc. Donc en fait, c'est grâce à ça, grâce à cet apprentissage qu'on va dire que le réseau va être capable de faire la distinction. Voilà. Alors on parle souvent d'intelligence artificielle. En fait, c'est pas vraiment de l'intelligence ici. Enfin, c'est une sous-partie de l'intelligence. C'est plutôt de l'apprentissage artificiel plutôt que de l'intelligence, parce que il y a pas d'intelligence là-dedans. C'est juste que on l'entraîne à reconnaître quelque chose. Voilà. L'humain va très vite pour reconnaître quelqu'un. Est-ce que la machine va aussi vite aujourd'hui? Beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Aujourd'hui, les machines, elles ont une capacité de reconnaissance qui est directement liée, proportionnellement liée à la puissance de la machine. De toute façon, aujourd'hui, c'est des choses qui se passent en une milliseconde. Nous, parfois, ça peut dépendre en fonction de la position de l'être humain, en fonction de la luminosité. On va avoir un petit peu de mal. La machine, elle va le reconnaître instantanément. Et c'est ça d'ailleurs qui est assez impressionnant. Aujourd'hui, virtuellement, une machine n'aura pas forcément de limite. La seule limite qu'elle va avoir, ça va être la quantité d'informations qu'on va lui avoir soumise.
pour être le plus précis possible. Alors on sait que l'intelligence artificielle au service de la reconnaissance faciale a aussi connu pas mal de problèmes quand même, et notamment des difficultés de reconnaissance des personnes noires ou asiatiques par rapport à des personnes blanches. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Il y a eu beaucoup de problèmes et c'est une excellente question parce que justement là on touche vraiment à la partie éthique. Il y a eu beaucoup de problèmes et on en parlait tout à l'heure. Apple a eu ce problème-là au tout début de son iPhone X, quand il a sorti son premier iPhone X, super technologie, très puissante, reconnaissance faciale 3D, etc. Le problème, c'est que on parlait des réseaux. Le réseau a été appris vraisemblablement en Californie, où il y avait quelques personnes asiatiques, mais globalement pas que des personnes asiatiques. Et donc, quand le premier iPhone X a été déployé en Chine, ils ont eu quand même des problèmes. Bon, ça c'est public, ça a été publié, où deux femmes chinoises qui ne se ressemblaient absolument pas, arrivaient à déverrouiller le même téléphone. C'était des problèmes de jeunesse, des problèmes d'apprentissage. Encore une fois, c'est que le réseau n'avait pas suffisamment appris sur des visages asiatiques pour être capable de distinguer typiquement entre deux visages pourtant très différents. Donc en fait, c'est ça le problème éthique, c'est comment est-ce qu'on va être capable de fournir au réseau de neurones suffisamment d'informations sur la population de la Terre, c'est-à-dire avec toutes les variations qu'elles introduisent en fonction de l'ethnicité, de la zone géographique, de la pigmentation de la peau, etc., pour que globalement on n'ait pas d'écart, ou en tout cas très peu, mais ça dépend vraiment de la quantité de data qu'on va avoir à chaque fois pour chaque population, qu'on n'ait pas d'écart entre justement c'est les différents taux de reconnaissance entre quelqu'un qui va habiter en plein milieu du Kenya et une autre personne qui va habiter en Islande. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment une grosse problématique et ça on s'attaque à ça parce que c'est quelque chose il y a eu pire qu'Apple et le problème avec les deux femmes chinoises. Il y a eu bien pire que ça. Google a eu beaucoup plus gros problèmes que ça au tout début quand il avait lancé son système de reconnaissance faciale. Il y a eu un scandale d'ailleurs, ils ont arrêté tout de suite. Il était très mal appris, le réseau était tellement mauvais qu'il avait sorti des résultats assez horribles. Mais je vais pas étendre là-dessus, mais voilà, c'était vraiment pas terrible. Donc ça montre à quel point en fait c'est pas intelligent, c'est juste que ça apprend et ça apprend jusqu'à ce qu'on lui donne de l'information et au bout d'un moment ça s'arrête d'apprendre tout simplement. Donc c'est pas parfait, la reconnaissance faciale. Mais ça s'améliore en permanence, évidemment, comme toutes les technologies. Et aujourd'hui, on arrive à des taux de réussite impressionnants. Dans certains cas, la machine est même plus efficace que l'être humain. Mais dans d'autres cas, c'est vrai, c'est la cata. Par exemple, en Grande-Bretagne, en 2019, la police a dû abandonner un système de reconnaissance faciale qui affichait un taux d'erreur de plus de 80%. En tout cas, la reconnaissance faciale utilisée pour l'authentification, ça marche plutôt bien. C'est vraiment pratique et ça se répand de plus en plus. De toute façon, la biométrie en général, je pense que globalement, elle a commencé à vraiment rentrer dans nos vies tous les jours. On n'imagine plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on a à le faire, c'est horrible de rentrer son PIN sur son téléphone. C'est super agaçant. Sauf quand on a un masque, ça va plus vite aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais ça va évoluer aussi. Mais globalement, c'est vrai qu'avec le masque Covid, c'est pas forcément drôle. Mais globalement, avant cette foutue Covid, on avait quand même plutôt la tendance à soit poser son doigt sur un capteur sur le téléphone, soit demander un déverrouillage. Et on a l'habitude que ce soit instantané. Rentrer son PIN dans ces cas-là, c'est un peu problématique. Alors il y a des systèmes avec l'iris qui étaient pas mal justement. Ça c'était assez robuste au masque parce que du coup on s'attaquait que aux iris, qui permettaient de vraiment pas avoir de problème avec ça. Mais globalement, la biométrie aujourd'hui, elle est partout. On la voit aux frontières quand on veut passer plus vite aux frontières. On passe directement dans une gate automatique qui va lire le passeport, nous reconnaître et nous laisser passer. Oui, le paraphe. Le paraphe, voilà, typiquement, plutôt que de faire la queue à un garde-frontière. Pour du paiement, on voit aujourd'hui, on peut dans beaucoup de pays, on peut payer avec l'empreinte digitale, on peut payer avec la reconnaissance faciale. Bon, nous, on n'y est pas encore parce qu'on est très réglementé et c'est très bien d'ailleurs. Qu'il y ait des instances qui réglementent ça. Mais la biométrie, globalement, aujourd'hui, elle est partout, dans notre poche, dans tous les usages, en ligne, et on la voit émerger vraiment partout, dans tous les scénarios, que ce soit du contrôle aux frontières, du contrôle d'accès, tout simplement. Pour rentrer dans un bâtiment, aujourd'hui, c'est pas rare qu'on demande à mettre son empreinte ou qu'on regarde une caméra, etc. Mais c'est aussi une technologie qui fait peur. Parce que il y a l'image de Big Brother capable de reconnaître n'importe qui dans la foule. Il y a ce qui se passe en Chine. Comment se protéger contre ça ?
Nous, on a la chance d'habiter en Europe déjà. Donc déjà, ça, c'est une grande chance d'être dans une zone du monde où c'est très réglementé, où il y a énormément de lois et notamment, bon, alors, la très fameuse RGPD, hein, la réglementation sur la protection des données qui est déclinée dans tous les pays d'Europe et notamment en France. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la CNIL est là et veille au grain. Et heureusement qu'elle est là, parce que grâce à elle, au final, eh ben, on peut déployer ce type de solution sans pour autant craindre des dérives sur justement ce côté Big Brother, etc. Il y a beaucoup de journalistes hein, aujourd'hui qui veulent aussi faire un peu de sensationnel en disant voilà Big Brother, la biométrie, etc. Et donc ils font beaucoup d'amalgames. C'est pour ça aussi au début j'ai insisté beaucoup sur l'authentification puisque l'authentification aujourd'hui ne, ne nécessite pas forcément d'avoir une base de données de quoi que ce soit. Hein. On peut vraiment faire une vérification sans avoir de base de données. Et aujourd'hui globalement il y a tellement de réglementations et tellement d'instances qui vérifient, qui veillent au grain au niveau des lois, que justement il n'y ait pas de dérive, pas de croisement de bases de données, pas de dérive en tout genre, en tout cas en Europe, que globalement aujourd'hui on est capable d'utiliser ce type de solution et donc on peut rassurer les gens sur leurs usages, puisque on n'est absolument pas dans le cas où on va aller fliquer les gens dans la rue avec des caméras, truc horrible. D'ailleurs, je crois, l'Europe est en train de légiférer fortement sur ça, sur la reconnaissance faciale à l'insu des citoyens dans l'espace public, en utilisant l'intelligence artificielle. Je crois qu'ils sont en train de prendre des décisions assez drastiques à ce sujet-là pour tous les pays européens, où ça va être complètement interdit. Donc c'est aussi cette façon de montrer que n'importe quelle technologie, au final, quand elle est utilisée dans un cadre législatif contrôlé et accepté, est bonne pour la population, et qu'on peut pas laisser des dérives aller, ce qui serait complètement dommageable pour tout le monde aujourd'hui. Donc voilà. Donc en fait, le problème, il est derrière la reconnaissance faciale. Il est au niveau des bases de données, des croisements, etc. C'est ça, exactement. Donc il y a des pays où c'est autorisé, hein, on va pas se mentir. Il y en a qui le font. Hein. Vous en avez mentionné un, je vais pas tous les mentionner. La Chine. Mais voilà, bon. Mais nous, en tout cas en France, c'est complètement interdit. Donc il y a des bases de données en France, hein, faut pas se le cacher. Il y a la base TES déjà, qui est une base de données sur les titres électroniques sécurisés, qui normalement quand on demande aujourd'hui un titre d'identité, que ce soit une carte d'identité ou un passeport, on a au moins stocké le portrait. Donc ça c'est pour éviter notamment l'usurpation d'identité, pour éviter voilà, pour que l'État soit garant aussi des documents qu'il émet. Mais on ne croise jamais les bases, notamment la police, elle aussi a des bases de criminels, des bases. On ne croise jamais ces bases entre elles parce que c'est interdit par la Constitution. Et je pense également à l'Allemagne où là c'est carrément interdit de faire une base de données de la population. Donc là c'est carrément dans la Constitution, ils n'ont pas le droit de faire une base de données de la population. Alors c'est les héritages de la guerre, hein, bien sûr. Et il y a beaucoup de pays en Europe où c'est le cas. Donc en fait on a un usage très contrôlé. Et c'est vrai que globalement, on a plutôt tendance à suivre le sensationnel et ne pas vraiment s'intéresser à la techno et de se dire bah ouais mais attendez voilà si c'est contrôlé, si c'est maîtrisé, c'est toute une question de confiance après, c'est sûr. L'usage de la reconnaissance faciale pour l'identification, c'est-à-dire pour détecter des personnes qu'on recherche, on pourrait en débattre pendant des heures, hein, puisque c'est un sujet politique, ça relève d'un choix de société. L'identification automatique par reconnaissance faciale est donc interdite en France dans l'espace public, mais il y a quand même des expérimentations, comme à Nice, qui sont autorisées au cas par cas et encadrées par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. D'un autre côté, des associations militantes, comme la Quadrature du Net, s'opposent catégoriquement, elles, à l'identification par reconnaissance faciale, et elles luttent contre les rapprochements de fichiers. Et puis, il y a la police qui, elle, voit plutôt, évidemment, les choses différemment, puisqu'elle voit d'abord l'efficacité et qui, du coup, sera plutôt favorable à ce type de procédé, à condition, évidemment, qu'il soit autorisé par le législateur. Voilà, mais ça, c'est un autre aspect de la reconnaissance faciale que j'ai délibérément choisi de ne pas traiter dans ce podcast. Il est forcément très polémique. On s'est concentré ici sur l'aspect technique. Parce qu'en fond, quand on a une bonne appréhension de la technique, eh bien, ensuite, c'est quand même plus facile de se faire un avis. Bon, et alors, dans tout ça, le futur de la reconnaissance faciale, qu'est-ce que c'est ? Réponse de Sébastien Brangoulou de DeepSense.
De toute façon, la performance ultime, c'est quand le réseau de neurones aura toutes les images de tous les terriens. Je pense qu'à partir de là, on n'aura plus trop de problèmes. Ça n'arrive pas, ça risque pas d'arriver, hein, parce que globalement, ça c'est pas quelque chose qui est, en tout cas en Europe, encore une fois, j'insiste, c'est pas quelque chose qui est autorisé. Mais oui, aujourd'hui, on travaille vraiment sur les aspects d'usage, plus d'ergonomie, comment est-ce qu'on la tolérance, parce que toute la question est on n'aime pas se faire rejeter quand on utilise un système avec de la biométrie. On n'aime pas prendre du système recommence ou c'est pas toi, mets ton PIN. Ça, c'est quelque chose qui est assez désagréable. Donc, on aime bien quelque chose qui est assez tolérant. Donc, même si on est un peu de travers, même si on est un peu loin, même si on n'est pas très bien éclairé, même si voilà. Donc, tout ça, c'est des améliorations qu'on doit apporter tout le temps au quotidien. Donc, des améliorations sur les algorithmes pour permettre que ça marche mieux, que ce soit plus ergonomique, que ce soit aussi plus tolérant. Mais pas forcément moins sécurisé, et que ce soit aussi plus éthique, puisque n'importe quelle personne doit pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est vraiment un gros travail qu'on doit mettre en place, hein, tout le monde, pour avoir vraiment le système de reconnaissance faciale. Alors parfait, ça n'existe pas, mais au moins éthiquement responsable, qui permettra d'avoir les mêmes performances pour tout le monde, voilà, quel que soit l'utilisateur. Donc voilà, on travaille dessus, et puis évidemment la rapidité d'utilisation, hein, c'est toujours agréable quand ça va très vite et qu'on se pose pas trop de questions, c'est toujours plus sympa. Et peut-être qu'un jour votre smartphone sentira votre présence et vous reconnaîtra sans même avoir besoin de vous regarder dans les yeux. En attendant, on va s'arrêter là. C'est la fin de cet épisode consacré à la reconnaissance faciale. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, #Monde Numérique, notamment ce que vous pensez de cette formule spécialité. Parlez-en à vos amis, incitez-les à s'inscrire au podcast. La semaine prochaine, toujours pour occuper vos vacances et vous permettre de bronzer utile, on parlera d'autre chose, on parlera de recharge sans fil. Vous verrez, c'est passionnant, il y a plein de choses à apprendre sur ce sujet. D'ici là, si vous êtes en congé, je vous souhaite de très bonnes vacances. Si vous êtes au boulot, bon travail. Portez-vous bien, à samedi prochain.